considérable de médicaments. Et Gilles m'a demandé d'intervenir sur la crise des opioïdes, pour savoir si finalement c'était un mythe ou une réalité en France. Alors, vous le savez sûrement, c'est certainement pas un mythe aux États-Unis. C'est clairement une réalité, avec voire même des complications inattendues, puisque vous savez que cette crise des opioïdes, elle a débuté dans les années 2000 aux États-Unis. Elle a vraiment explosé en connaissance. Les gens ont pris conscience de cette crise-là dans les années 2015. En 2017, Trump a déclaré qu'il y avait un état d'urgence sur cette question, et donc ils ont saisi le problème. Ils pensaient qu'ils s'en sortaient, et là les chiffres de 2020 sont sortis, et en fait ils s'en sortent pas du tout. Ils ont une mortalité en constante augmentation. Et vous voyez qu'en 2017, ils étaient à 71 000 morts par surdosage d'opioïdes. Et en 2020, ils sont à 93 000 morts. D'accord? Donc c'est vraiment une réalité pour eux. Je vous ai mis ici, vous voyez en rose, mois par mois, depuis la crise Covid, donc depuis mars 2020. Et en fait, on voit très bien qu'avec la crise Covid, il y a une augmentation de la consommation des opioïdes. Et elle est parallèle, par exemple, avec la consommation de cocaïne et de psychostimulants. Il y a un impact sur cette crise sanitaire qui se répercute sur finalement cette consommation des opioïdes. Je vous ai mis aussi, alors on ne voit pas bien parce que du coup il y a ma petite image, mais en l'occurrence la répartition finalement des cas de surdose dans le pays entier. En fait il y en a à peu près partout et ça concerne finalement une population qui est plutôt insérée, 25-50 ans, qui travaille. Donc c'est pas du tout une consommation dans des milieux précaires ou modestes, c'est vraiment une consommation, enfin une prescription initiale et une consommation maintenant chez des populations bien insérées. Alors c'est une crise en plusieurs phases, et la première phase, c'est une phase assez terrible, puisqu'en fait dans les années 80, enfin en 96, l'oxycodone sort sur le marché, et les laboratoires qui commercialisent cet oxycodone font un coup marketing en disant bon c'est bien gentil les douleurs cancéreuses, mais en fait ça ne va pas nous faire notre beurre, et donc il faut absolument qu'on arrive à trouver le moyen de convaincre que l'oxycodone c'est plus que pour les douleurs cancéreuses, c'est pour les douleurs chroniques. Laquelle douleur chronique peut être la douleur juste de dos, lombaire, celle qui nécessite juste un opioïde de type, enfin qu'on dit faible, d'accord, pas aiguë, de type tramadol, mais là ils disent finalement l'oxycodone ça peut se placer au même niveau que le tramadol. Et aux États-Unis ça choque pas tellement puisque finalement ils ont le droit de faire de la publicité pour les médicaments, c'est pas contrôlé comme en France et il y a un système de surveillance des effets indésirables qui n'est pas comme en France non plus, donc du coup ils arrivent à peu près dans l'impunité totale à faire leur coup marketing avec une publicité que je vais vous montrer juste après. Mais vous voyez que le résultat, c'est que la promotion et le marketing de cet oxycodone, ça a été un coût commercial, mais par contre, ça a été le drame des Américains. Et donc voilà la publicité qui courait à l'époque sur l'oxycodone. Vous voyez que cette oxycodone, on vous dit super rapidité d'efficacité. Les photos des gens qui ont mal, vous voyez, ils ont mal au dos, ils ont mal au cou, on voit que c'est des douleurs qui sont complètement autres que cancéreuses. Et puis, on vous dit, pendant 12 heures, vous êtes tranquille, et surtout, il n'y a pas le risque d'hépatotoxicité du paracétamol. Donc c'est comparé au paracétamol, et on vous dit, paracétamol, ça donne des hépatotoxicités, allez à l'oxycodone, vous verrez, c'est un pas de plus pour soulager votre douleur. Donc c'est vraiment minimiser totalement les risques, finalement, de cet opioïde fort. La conséquence, c'est que les médecins prescrivent à gogo, de 1999 jusqu'à 2010, et en 2010, il y a beaucoup de prescriptions, les États-Unis commencent à s'inquiéter un peu, et surtout ils s'aperçoivent que les patients sont devenus complètement dépendants et que les phénomènes de tolérance se sont mis en place, et qu'il y a toujours plus de prescriptions, toujours plus de consommation, et que les patients, ils sont à augmenter leur dose x2, x3, x4. Et quand les médecins commencent à dire « Oh là là, mais moi je vais me faire toper » ou « je me fais toper parce que j'en prescris trop », ils les laissent sur le carreau et du coup les patients en dépendance totale se mettent à fréquenter le marché noir et à consommer de l'héroïne pour pouvoir gérer leur syndrome de dépendance. Là-dessus, marché parallèle, 2013 arrive, parce que vous savez que la criminalité est très forte, donc en l'occurrence les cartels de drogue se sont saisis de cette problématique, donc le Mexique a grandement profité de cette crise d'opioïdes, puisqu'il est arrivé sur le marché avec son héroïne, mais les Mexicains comme les Chinois ont aussi fait des molécules
de synthèse, comment on appelle ça, contrefaçons, voilà, des contrefaçons de fentanyl. Et depuis 2013, le marché est inondé de contrefaçons de fentanyl par les Chinois et par les Mexicains qui les vendent sur Internet. Et donc l'Américain moyen, dépendant de son opioïde, va acheter sur Internet ces pilules de fentanyl, voire même maintenant du carfentanyl, donc 100 fois plus puissant que le fentanyl, qui est lui-même beaucoup plus puissant que la morphine. Donc là, on se retrouve dans des problématiques qui sont presque ingérables. Alors, je ne vous ai pas dit non plus, en parallèle, la prise en charge des patients qui sont dépendants aux opioïdes aux États-Unis n'est pas du tout la même qu'en France. Ils n'ont pas accès au traitement substitutif comme on l'a. Nous, c'est un traitement ambulatoire disponible assez facilement. Aux États-Unis, la méthadone est strictement réservée à des cliniques privées, il n'y a pas assez de place. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sans aucune prise en charge de leur dépendance, avec des médecins qui ont été condamnés pour leur prescription excessive et donc du coup qui ne veulent plus prescrire. Donc le marché parallèle se met en place de façon très importante. Donc là, je vous ai montré la consommation et on voit très bien sur cette courbe, moi je vous montre cette courbe qui vient des statistiques américaines. Vous voyez qu'au départ, en violet, vous avez la prescription des opioïdes de type oxycodone initialement qui se met en place, donc la courbe monte. Et puis, vous voyez qu'à partir de 2010, quand on prend conscience que finalement, ce n'est pas une bonne chose, il y a une diminution de cette prescription des opioïdes, et donc il y a une arrivée de la consommation de l'héroïne en gris. Et puis, en 2013, puisque le marché héroïne est quand même un marché compliqué, en fait, il y a l'arrivée sur Internet des contrefaçons de fentanyl, et vous voyez que ça flambe complètement, c'est la courbe en noir. Et on est là encore en plein dedans, hein. Il n'y a pas de diminution actuellement sur les trucs de 2020. Donc je vous ai dit état d'urgence depuis 2017, c'est des adultes insérés, 25-50 ans, donc ça complique fortement leur vie. La conséquence, c'est que c'est depuis 3 ans une baisse d'espérance de vie dans le pays, moins 1 an, moins 1,5 ans. En 2020, il y a la crise Covid qui s'ajoute dessus. Enfin, c'est quand même 3 ans d'affilée de baisse d'espérance de vie à cause de cette crise Covid, enfin cette crise des opioïdes. Une génération d'orphelins, puisque les parents décèdent, mais également d'enfants complètement imbibés à la naissance, 27 000 enfants qui naissent à la naissance complètement dépendants aux opioïdes, qu'il faut sevrer. 2 à 3 millions d'Américains dépendants et un impact économique énorme, hein, puisque du coup, derrière, il y a du chômage, il y a de la non-insertion. Enfin, c'est en conséquence quelque chose d'absolument dramatique. Le grand retour du cartel, je vous l'ai dit. La condamnation des firmes. Alors, j'ai mis condamnation, puisque vous savez que le système judiciaire aux États-Unis n'est pas tout à fait le même que le nôtre. Donc, ils ont été attaqués en justice. Ça fait 3 ans maintenant que ça traîne. Et les condamnations, entre guillemets, tombent, c'est-à-dire c'est des arrangements à l'amiable. Et il y a 2 accords en 2021 qui sont sortis, hein, donc 573 millions et 26 milliards qui sont versés à l'État américain sous la réserve que du coup tous les plaignants se taisent. D'accord? Donc c'est de la justice un peu américaine, c'est pas de la justice française. Hein, donc très clairement, il y a une condamnation, mais pas une condamnation ferme comme on aurait en France en disant ils sont responsables d'eux. L'arrangement à l'amiable leur permet de dire peut-être qu'on n'est pas responsable, et ils ne se jugent pas responsables, mais ils sont gentils, ils vont aider les gens à s'en sortir, en donnant des subsides. Alors en France, comment ça se passe? Vous voyez que dans le parallèle, vous avez ici sur la droite les États-Unis, et sur la gauche, la France. Vous voyez que nous, on n'est pas dans une augmentation de la prescription, d'accord? On est dans une stabilisation, voire même une petite diminution de la prescription, mais on n'est pas dans une augmentation parallèle à celle qu'on peut observer aux États-Unis. En termes de mortalité liée aux surdoses d'opioïdes, en France, on est entre 450 et 550 cas par an. Donc on n'a pas du tout la proportion américaine. Alors pourquoi on a cette différence-là? Déjà parce qu'on a un système qui est complètement différent. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire de publicité sur les médicaments en France, donc ça c'est une première chose. Que pour tous les opioïdes, on est sur des ordonnances sécurisées, avec un système certes très contraignant, mais qui finalement permet de prescrire de façon rassurée, rassurante, en tout cas en protégeant nos patients, qu'il y ait une surveillance pharmacovigilance renforcée sur tous ces médicaments, hein, oxycodone, fentanyl, dès qu'ils sortent sur le marché, en fait, il y a une attention particulière sur les effets indésirables, mais également sur tous les problèmes de pharmacodépendance, c'est-à-dire
mésusage, justement utilisation de contrefaçon, pour pouvoir intervenir le plus vite possible. Et puis on a aussi, en parallèle, l'accès à des traitements substitutifs qui sont efficaces et disponibles, puisqu'ils sont en ville notamment, et donc à peu près faciles d'accès. Néanmoins, il y a un bilan qui a été fait à la suite de cette crise des opioïdes en 2017, c'est là où elle a parlé plus d'elle aux États-Unis, qui a été fait donc en France en 2019. Ça n'a pas été repris depuis, avec la crise de Covid, ils ont fait autre chose. Et en l'occurrence, ce qui nous permet de voir que, oui, certes, on n'a pas de crise des opioïdes, mais on a quand même une augmentation de la prescription de nos opioïdes. Vous voyez sur la courbe à gauche, on voit sur la courbe bleue, qui est la prescription totale, vous voyez qu'on est à 0,6% des patients en 2004 qui reçoivent un opioïde, et on est en 2017 à 1,1 des patients. On n'a pas fait un bond majeur, on a doublé presque, enfin c'est pas non plus mirobolant en 15 ans, sachant qu'on a aussi énormément progressé sur la prise en charge de la douleur, où avant c'était aucun opioïde, et puis maintenant on dit bah si quand même le patient il faut le soulager, les opioïdes peuvent être utiles. On ne peut pas considérer que ce soit non plus une augmentation massive. On n'a pas du tout la problématique des Américains du finalement banalisation de l'opioïde qui est prescrit l'Argalamine comme est prescrit le paracétamol. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde sur la figure à droite, en haut, vous voyez les indications pour lesquelles sont prescrits ces opioïdes, et vous voyez que en bleu, c'est ce qui augmente le plus, le reste n'augmente pas, mais en bleu, c'est ce qui augmente le plus, et c'est donc les indications hors cancer. Donc on a bien quand même la tendance, et assez logique finalement, de dire, bon, les opioïdes, ça n'est pas réservé que dans les douleurs cancéreuses, et il y a d'autres cancers d'autres douleurs qui peuvent bénéficier de l'utilisation d'opioïdes. Quand on regarde l'hospitalisation en raison d'effets indésirables liés aux opioïdes, elle augmente également un petit peu. Et quand on regarde, je ne me souviens plus quelle est la dernière, mais enfin on va la passer parce que je ne veux pas perdre de temps dessus. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la problématique des Américains. Néanmoins, quand on fait, là encore, un état des lieux de la consommation et qu'on essaie de savoir un peu ce qu'on prescrit le plus en termes d'opioïdes, vous voyez que donc, les antalgiques non opioïdes, c'est en gris, c'est ce qui est prescrit le plus, à 54% en 2016 et puis 70% en 2017. Et vous voyez que les opioïdes faibles, dits faibles, c'est 20% des prescriptions en 2017. Le principal prescrit étant le tramadol. D'accord ? Donc vous voyez ici tramadol, codéine, opium, et puis après on a les opioïdes dits forts, donc morphine, oxycodone, fentanyl, qui restent finalement des portions congrues de la prescription, donc certainement très spécialisées et très contrôlées. Cette prescription tramadol importante, elle a été un peu étudiée. Vous voyez que par rapport à d'autres pays européens, on n'est pas si mal placé, c'est-à-dire qu'on en prescrit, mais vous voyez que par exemple les prescriptions allemandes ne sont pas du tout les mêmes. Ils prescrivent beaucoup d'anti-inflammatoires et beaucoup de tramadol, là où par exemple la Suède prescrit peu d'anti-inflammatoires et très peu de tramadol. Donc il y a aussi, et ça il faut vraiment en être conscient, et on le voit entre la crise des opioïdes américaine et puis nous, ce qui se passe en France, même si jamais il y a réglementairement des contraintes, on n'a pas non plus la culture, culturellement on est différent et on ne raisonne pas pareil par rapport aux médicaments, et même au sein de l'Europe, où on pourrait penser qu'on a la même approche de la douleur, en fait non, et on le voit très bien ici dans les prescriptions qui ne sont pas les mêmes. Les Anglais par exemple, ce sont des fans des opioïdes faibles, d'accord, codéine et tramadol. Donc on a, en plus de toutes ces problématiques posées par la prescription et la prise en charge de la douleur, des sensibilités culturelles qui font qu'on ne gère pas la douleur de la même manière, en tout cas pharmacologiquement. Pour le tramadol, néanmoins, il y a une étude qui a été faite pour voir un petit peu la problématique, parce que ce qui ressortait des suivis de pharmacovigilance et de pharmacodépendance, c'est que potentiellement, il y avait une problématique de pharmacodépendance au tramadol. Et donc, il y a une étude qui a été faite qui associait donc l'étude de patients qui n'avaient jamais reçu d'opioïdes, des patients qui avaient reçu des opioïdes faibles, des patients qui avaient reçu des opioïdes forts, et puis des patients en soins palliatifs. Donc 4 groupes de patients qui sont suivis sur plusieurs mois et plusieurs années. Et l'idée, c'était de voir quels étaient ceux qui présentaient des scores de dépendance. Et en fait, vous voyez donc dans le petit encart là, au bout de 4 ans, quand ils regardent un petit peu l'accroche à l'opioïde, on s'aperçoit que bien sûr, les patients qui n'ont jamais reçu d'opioïdes n'ont pas d'accroche à l'opioïde, ils ne sont pas dépendants. Mais à partir du moment où vous introduisez donc un opioïde dit faible de type tramadol ou opioïde fort de type oxycodone ou fentanyl ou morphine,
eh bien on se retrouve avec 30 à 50% des patients qui vont déclarer une accroche à ces produits et donc une nécessité d'entretenir la prescription. Donc ça, c'est des données qui ont poussé à la décision en 2020 de réduire la longueur de la prescription du tramadol. Vous voyez qu'en France, on est vraiment très garde-fou, hein, parce qu'on ne prend pas beaucoup de risques. On dit, ok, ben, ça rend dépendant, clac, on passe à 3 mois. Hein, on avait 12 mois de prescription, et puis on passe à 3 mois de prescription en disant, à partir de 3 mois de prescription, il faut voir un peu si on ne peut pas le prendre en charge de façon différente. Donc ils nous interrogent et ils nous challengent systématiquement finalement par ces décisions-là, là où aux États-Unis, pendant 10 ans, ça a été l'argamanu sans aucune question sur cette prescription d'oxycodone. Donc, nouvelle décision sur le tramadol, 3 mois de prescription pour essayer de limiter l'accroche et la dépendance à ces médicaments. Pour la codéine, vous savez aussi que là, ça fait des années hein, qu'on parle de ces dépendances à la codéine, alors sur des populations très particulières et des micro-populations. Néanmoins, les pharmaciens rapportaient depuis des années le fait qu'ils avaient régulièrement des patients qui arrivaient en demandant de la codéine, qui était, vous savez, pour certains, notamment les ferroprotéinés, hors contrôle, on pouvait l'acheter en libre, là où le codoliprane, on pouvait l'acheter en libre, alors que les ferralgan-codéinés, on ne pouvait pas l'acheter en libre, hein, sur l'histoire d'exonération de dose. Donc tout ça a été unifié, uniformisé pour que maintenant la codéine ne soit plus accès en libre et soit systématiquement sur prescription médicale. Donc là encore, décision de 2017. Alors, les facteurs qui favorisent la hausse des prescriptions, si on regarde un peu entre États-Unis et France, très clairement, on augmente notre prescription, et on le voit en France parce qu'on prend mieux en charge la douleur. Et dans la prise en charge de cette douleur, les opioïdes ont une place, ont vraiment une place. Donc, on les utilise sûrement plus qu'il y a 15 ans. Sûrement aussi, on les utilise quand on voit que, quand on a essayé les 10 paliers 1 ou 10 paliers 2, ça ne marche pas et il faudrait passer en palier 3. Et puis les patients sont aussi très demandeurs. Hein. Avant, les patients étaient pas portion congrue des soins, mais enfin bon, on lui disait tu fais ça et il disait amen. Et maintenant, en 2020, le patient 2.0, il ne fait pas du tout ça. Hein. Le patient, il dit oui, alors moi j'ai regardé sur Internet, j'ai vu ci, j'ai vu ça, et donc si vous pouviez. Donc ça, c'est une vraie réalité aussi, et ça vous challenge, tant mieux. Ça permet aussi de se mettre à jour de ses connaissances pour pouvoir aussi mieux répondre et mieux prendre en charge le patient. Les facteurs commerciaux, alors là, il y en a toujours, et finalement, en France, on les a quand même. Hein. La poudre d'opium reformulée en vous disant c'est bon, elle ne craint rien, ça reste toujours la poudre d'opium. D'accord? Mais elle est reformulée, alors on vous la met soft, mais en fait, c'est toujours la poudre d'opium. L'oxycodone, nouveau médicament, en France, quand ça arrive, c'est clair que nous, on met tous les radars dessus et on contraint par une prescription de type stupéfiant. Aux États-Unis, vous voyez que le simple fait de faire sauter ce verrou-là, finalement, ouvre la porte à une prescription complètement anarchique. Les formes d'action rapide, le fentanyl, toutes les formes, on parlait d'eskétamine en forme nasale, on sait que c'est des formes qui sont ultra rapides, dont l'approche après, en termes de dépendance, est multipliée par rapport à une voie orale. Donc ça, c'est des formes qui apportent, enfin en tout cas en France, qui amènent énormément d'attention. Et puis la promotion par les laboratoires, ça, vous savez aussi qu'en France, on est drastique là-dessus. Le labo fait toujours sa pub, mais néanmoins, il est très contraint. Alors, finalement, en France, on n'est pas si mal, et pour le coup, la crise des opioïdes est plutôt, je ne vais pas dire un mythe, mais en tout cas, ce n'est pas une réalité. Pas en tout cas la réalité américaine. Ce qu'il en reste, c'est que, très clairement, on n'est pas à l'abri de toute façon qui nous arrive un peu comme aux États-Unis. Alors, on n'a pas les mêmes contraintes réglementaires, mais on peut toujours avoir finalement cette banalisation avec le patient qui ne va pas se rendre compte des dangers. Donc c'est toujours important d'informer du bénéfice-risque de la prescription. Et vous parliez de la kétamine tout à l'heure. Dans les recommandations, il y a informer le patient parce que justement, devant les interrogations d'efficacité à long terme, bref, on est obligé maintenant d'informer le patient sur le type de prescription qu'on leur fait et de ce qu'on attend de cette prescription. Il faut évaluer régulièrement, mais ça, vous le faites tout à fait. Il faut oser les prescrire, ça c'est pareil. Alors en douleur, je pense que c'est quelque chose d'assez courant. Il y a quand même énormément de spécialités où une fois qu'on a prescrit, on laisse passer, puis on ne se préoccupe pas de savoir si ça a de l'intérêt. À commencer par les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons, qui sont laissés 10 ans. Normalement, la prescription doit durer 8 semaines, donc on a un petit décalage. Et puis, évaluer le risque d'addiction, puisque ça, c'est pareil, c'est des accroches
qui se font alors individuelles, hein, il y a la susceptibilité individuelle, tout le monde n'est pas légal devant ça, et donc pouvoir, avec le patient, voir si jamais, parce que le patient, il ne va pas forcément non plus vous dire si vous n'allez pas chercher de l'information. Voilà pour cette intervention. Merci beaucoup Sophie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. D'abord, merci beaucoup parce que le message est important de dire que ce qui se passe aux États-Unis, certes, il faut avoir un degré de vigilance en France, mais on n'est pas dans la sinistrose telle que celle qui nous est présentée notamment par les médias, avec des témoignages qui existeront toujours, hein, de gens qui sont effectivement addicts à tel ou tel palier d'eau. Mais moi, j'avais aussi une remarque, si je peux me permettre, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais les structures de l'ordre chronique, bon, il y en a 245 en France, il faut qu'on puisse les ouvrir à la collaboration avec la médecine de ville, évidemment, mais aussi avec les centres d'addictos. Et est-ce que vous voyez que... comment est-ce que vous voyez ça, vous, qui êtes au niveau de la pharmacovigilance? Alors c'est très loco-régional, hein, puisque vous savez que les centres sont régionaux, et donc ici, c'est vrai qu'on a quand même des contacts assez réguliers, et après ça dépend vraiment des centres, de comment ils sont intégrés dans la maquette de la gestion de la douleur sur la région, sachant aussi que tout le monde a beaucoup de choses à faire, et donc même si c'est des préoccupations, la kétamine par exemple est une préoccupation en pharmacovigilance et en addicto, on n'arrive pas toujours à se mettre autour d'une table, hein, vous remarquiez, pour qu'on arrive à dire bon, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on met en place une étude, est-ce qu'on ne fait pas ça justement de façon transversale pour avoir le plus d'infos possible. Mais clairement, oui, c'est à mon avis quelque chose d'essentiel. Alors moi je voulais vous remercier aussi pour votre observation sur le patient 2.0, parce que c'est vrai que dans nos consultations, on a des patients de plus en plus informés sur ces risques d'addiction et de surconsommation, et on peine des fois à les convaincre de prendre un traitement justifié, notamment pour la douleur du cancer. Voilà. Donc je vous remercie de mettre aussi multifactoriel. Oui, c'est important ce que tu dis, Nathalie, parce que c'est vrai que, tu vas en parler après, c'est la prise en charge du patient qui a besoin de morphinique, et en l'occurrence dans l'indication du patient carcinologique, il y a des indications au niveau du collège. Et puis en même temps, c'est ce que Sophie dit, la notion de savoir déprescrire, et en particulier le tramadol, qui, on voit malgré tout, et je crois que la lumière qui a été faite par la pharmacovigilance de dire attention, là ça peut déraper avec ce médicament qui est soit annoncé comme étant pas un opioïde, ou alors combiné avec une autre molécule, et on perd l'idée qu'il y a du tramadol à l'intérieur. Je pense que c'est important, cette notion de savoir les prescrire, parce que quelques difficultés qu'on rencontre, c'est quand même souvent des patients qui boulotent du tramadol pendant des années, pour des indications qui restent quand même, malgré tout, parfois un peu tendancieuses. Donc merci de bien mettre le point là-dessus, pour les prescripteurs et pour les plus jeunes qui sont dans la salle, de savoir dépresser. Justement, pour la chirurgie, et notamment pour la gestion du patient qui a été ambulatoire, les douleurs à 1 mois, 2 mois, qui peuvent faire une douleur chronique, on est aussi confronté à une prise en charge, qui fait la prise en charge, et c'est vrai que ça devient complexe des fois pour la médecine de ville, et peut-être c'est quelque chose qui a été coupé aux États-Unis aussi, et qu'il ne faut pas le en France. Mais je crois que quand on regarde sur la douleur aiguë, les protocoles qui ont changé avec un peu plus de prescription de disténon est quand même finalement assez intéressant, parce qu'on est sur des prescriptions sécurisées. Le tramadol est sur des prescriptions non sécurisées, et donc c'est là où on peut avoir des dérapages, et finalement la possibilité qu'un patient, s'il en a besoin, d'avoir un recours à des morphiniques de type 3, à partir du moment où c'est sécurisé, il est certain que le renouvellement d'ordonnance ne sera pas aussi facile que dans notre contexte du tramadol. Donc c'est vraiment dans nos procédures, il faut qu'on soit vigilant vis-à-vis de ça, et c'est notre vigilance qui évite le dérapage incontrôlé, enfin des États-Unis qui est absolument incroyable, et la plaque
sur l'impact de la crise Covid. C'est dingue. C'est incroyable, ils se prennent 20 000 personnes en plus. Alors qu'ils pensaient qu'ils étaient en train de diminuer et paf. Et comment on l'explique? Alors j'ai pas trouvé d'explication en fait. C'est pas forcément de la prescription. Ah non, 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 là c'est du parallèle, c'est du marché contrefaçon. Ah oui, oui, parce qu'en fait ils disent que tous les médecins qui ont été topés, parce que là ils ont arrêté. Donc en fait il n'y a plus de prescription ou à la marge, mais de la prescription justifiée. Donc là c'est que de la contrefaçon achetée sur internet. Donc c'est là où ils disaient justement le rôle des cartels de la drogue. Ils disent que là c'est inondé, ils ont repris la main totalement sur les États-Unis. C'est ça qui est dingue. Hier on avait un atelier sur une présentation sur l'addictologie justement et la consommation de cannabis pendant la crise Covid, consommation qui avait monté avec des entrées estimées qui avaient été diminuées. C'est-à-dire qu'on avait fabriqué du faux cannabis, on avait coupé le cannabis pour réussir à augmenter la consommation. Et donc on en arrive exactement aux mêmes conclusions, ça échappe totalement à un contrôle médical, ça échappe totalement à un système de santé, et on est dans la toxicomanie pure et dure. Pour la cancérologie, j'ai plus les chiffres, mais ça a été chiffré qu'un nombre très important de patients n'ont pas consulté dans toute pathologie confondue, cardiologie aussi, etc. Et ce retard de prise en charge et d'aller même vers le médecin a certainement aussi généré une surconsommation à domicile un peu anarchique. On voit des pathologies en cancéro qu'on voyait presque plus, enfin avec des évolutions catastrophiques chez des jeunes multimétastatiques, etc., qui n'ont pas consulté. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui on a des données en termes de mortalité de patients qui ont fait des overdoses médicamenteuses à la maison sur ce type de médicaments? En France? En France, on sait juste qu'on a entre 450 et 550, si on enlève la cocaïne, c'est 450 opioïdes, et puis si on met la cocaïne, il y a une centaine, 70 patients qui sont identifiés comme. Alors, on n'a pas tous les non identifiés, parce que tout cela, ça veut dire que ces morts-là, il y a eu de la toxicologie faite et donc de la mise en évidence de la substance. Il y a tous les morts sur lesquels il n'y a pas eu de recherche. Donc, il doit y en avoir. Maintenant, je pense quand même qu'on n'a pas la problématique des Américains qui, pour le coup, eux, ont des décès à domicile. Il y en a peut-être, certainement, mais en tout cas dans une population comparable, 25-50 ans, insérés, travaillant et autres, je ne suis pas sûre qu'en France, on ait beaucoup d'équivalents en termes de mortalité. Je vais baisser le débat, j'en suis désolée, mais dimanche dernier sur Zone Interdite, oui, justement, c'était l'allusion. C'était l'allusion. Et notamment de ce jeune homme tombé dans l'addiction à partir de migraines traité par codéine et tramadol sur un terrain possiblement dépressif, qui l'avait probablement poussé vers l'addiction. Il est décédé 3 ans après d'une overdose à la maison. Et il avait été montré que ce gamin, en fait, multipliait les consultations chez les médecins généralistes pour c'est le nomadisme, bien sûr. Est-ce que ce qui a été mis en lumière dans cette émission, c'est quelque chose finalement un peu télé-poubelle pour faire le focus sur quelque chose qui n'est pas une généralité, ou est-ce que c'est un réel problème aujourd'hui? Alors, le nomadisme, pour le coup, on prenait l'exemple de la codéine, et il était dans cet exemple-là. Si la codéine, justement, a été passée en prescription obligatoire dans les pharmacies, c'est justement parce qu'il y avait un nomadisme énorme des patients qui faisaient 5 pharmacies, 6 pharmacies pour pouvoir avoir sa codéine. Mais je vais être provoque, actuellement vous faites 6 pharmacies, vous avez 6 boîtes de paracétamol et vous réussissez votre suicide. Donc on ne peut pas tout prévoir. Malheureusement, on ne peut pas tout prévoir, ou heureusement, on ne peut pas tout prévoir, je suis plutôt dans le heureusement, on ne peut pas tout prévoir. Maintenant, en termes de nomadisme, ça existe, mais on n'est pas du tout dans des proportions, justement par la difficulté réglementaire apportée maintenant, même sur le tramadol. Effectivement, la prescription à 3 mois, le fait que ce soit une prescription, ne serait-ce que déjà la prescription, oblige quand même le médecin à prendre ses responsabilités, à s'interroger. Si le patient vient le voir tous les mois, à réévaluer finalement cette douleur, à voir s'il n'y a pas une meilleure alternative, on se retrouve finalement dans tous les réflexes qu'on nous oblige à prendre en compte pour pouvoir éviter le problème de la dépendance, ou en tout cas essayer de l'estimer avec le patient pour essayer d'éviter de se mettre dans une impasse comme celle-ci. Après, il y aura toujours des gens qui échappent au radar.
Juste, je peux me permettre de compléter, mais je suis complètement d'accord avec vous. Juste deux remarques. La première, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y a 245 structures douleurs chroniques en France qui voient à peu près 400 000 patients. Bon, c'est pas suffisant parce qu'il y a grâce à qui disparaissent des écrans radars, qui sont en errance diagnostique, en errance thérapeutique, bref. Et donc il y a forcément les trous dans la raquette, et ceux qui prescrivent le plus, ce sont les médecins généralistes, et puis il y a un problème de sensibilisation des pharmaciens. Et il y a un travail qui nous a demandé à la Direction générale de la santé, à la CPTD, c'est justement d'identifier les deux cibles, donc la médecine G et les pharmaciens, pour proposer une sorte d'organisation de surveillance de ces patients, d'identification du mésusage et des risques de dérapage et d'accompagnement de ces patients. Donc il y a des scores qui existent, qui sont facilement utilisables et par les patients et par les professionnels de santé. Et je pense qu'il faut être extrêmement vigilant à ce sujet-là et peut-être travailler beaucoup plus avec la médecine de ville. Parce qu'au niveau hospitalier, vous disiez très justement, il y a un verrouillage quand même. Donc globalement, il y a ça travaille les mains du filet, mais globalement, ça ne se passe pas trop mal. Alors en fait, pour les pharmaciens, si on prend l'exemple de la codéine, ça fait 20 ans que les pharmaciens disent « mais qu'est-ce que vous faites avec la codéine ?» Et ça fait 20 ans qu'ils ne sont pas entendus. Il a fallu la crise des opioïdes américaines pour qu'on se dise « ah ouais, tiens, en fait, on devrait peut-être les mettre tous sur ordonnance. » Donc il y a aussi, je pense, des sensibilités qui sont... Là, on est très sensible parce que les Américains, il y a 10 ans, je pense qu'on l'était. Alors, les Français, on a toujours été un peu frileux sur les opioïdes, mais néanmoins, on n'avait pas la même sensibilité. Et voilà, le Codeliprane était disponible à tous et le nomadisme existait. Et les pharmaciens, ça faisait 20 ans qu'ils tiraient la sonnette d'alarme sur le Codeliprane. Eh bien, en tout cas, merci. Je pense que le nomadisme est un réel problème en France, en revanche. Et donc, peut-être qu'on fera crise du nomadisme, mythe et réalité, donc l'année prochaine. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Sophie, pour cette très belle présentation.